Regardez bien cette photo parce que l'histoire qu'elle raconte est plus tragique que vous ne l'imaginez. Michael Phelps pose avec ses 28 médailles olympiques dont 23 en or. C'est simple, il est le nageur le plus titré, le plus célèbre et le plus riche de l'histoire. Peut-être qu'un jour, vous avez rêvé d'être à sa place, mais aucune de ces médailles n'a pu effacer les idées noires qui l'accompagnent depuis le début de sa carrière. I mean, I remember texting Peter, my agent. I was like, the world would just be a better place without me. I was crying, I was pissed, didn't want to be alive. I mean, to me, it was just like I just continued to let people down. Le parcours de Michael Phelps est douloureux, mais il est aussi terriblement commun. Naomi Osaka, Thierry Henry, Alexander Zverev, Mark Cavendish, un nombre croissant d'athlètes prennent la parole pour partager les blessures psychologiques que le sport de haut niveau leur a infligées. Et ils ne sont que la partie visible d'un phénomène bien plus large. D'après les travaux du comité olympique, jusqu'à 35% des athlètes de haut niveau feraient face à des enjeux de santé mentale au cours de leur carrière. C'est énorme, si vous comparez à l'ensemble de la population française par exemple, le chiffre tombe à 20%. Pourtant, l'activité physique est l'un des antidépresseurs les plus efficaces que l'on connaisse. Alors pourquoi le traitement semble-t-il si mal fonctionner chez ceux qui y sont le plus exposés ? Je sais que pour certains d'entre vous, entendre un athlète parler de santé mentale, c'est comme entendre un milliardaire se plaindre du prix de l'assurance de son jet. Quand on a un job de rêve et qu'on est si bien payé pour le faire, on garde ses problèmes pour soi. Je comprends ce point de vue, mais si c'est le vôtre, je pense que vous vous trompez. Bien sûr que certains sportifs, dans certaines disciplines, sont extrêmement bien payés, mais ce n'est qu'une minorité ultra visible dans un milieu où il y a encore quelques années, 40% des athlètes français vivaient sous le seuil de pauvreté. Ceux que l'on entend le plus sur les questions de santé mentale sont les mieux rémunérés. Pas parce que ce sont des divas, mais parce que les médias ne s'intéressent qu'à eux. Quand Alexander Zverev avoue par exemple se sentir vide et ne plus ressentir de joie au quotidien, ce n'est pas un caprice de star, c'est une réalité partagée par énormément d'autres joueurs. Parce que la vie d'un sportif professionnel a un coût psychologique très sous-estimé. Un joueur de tennis ou une joueuse de tennis, c'est plus de 45 semaines loin de chez eux, avec des décalages horaires, des avions, une nourriture qui change. Donc des choses basiques qu'on n'imagine pas forcément, mais qui sont pas forcément simples à vivre, avec tout de suite une pression. Je dois être performant, je dois parler aux journalistes même si j'ai perdu, je reçois des insultes sur les réseaux sociaux, gagné ou perdu, parce que j'ai fait perdre de l'argent, entre guillemets, j'ai fait perdre à un parieur. On est d'accord, ces problématiques ne sont pas exclusives au sport professionnel. Un pilote de ligne, par exemple, travaille aussi sous pression et passe la plupart de l'année loin de chez lui. Mais imaginez que dès votre adolescence et pour une durée indéterminée, votre vie personnelle s'efface au profit de votre vie professionnelle. Que chacune de vos journées de travail soit commentée en direct par des inconnus et que l'on vous demande quotidiennement d'en faire un débriefing à chaud, quel que soit votre état émotionnel. Imaginez que malgré tous les efforts réalisés pour vous améliorer, vous soyez critiqué, moqué, voire insulté par des anonymes qui ne comprennent pas votre métier. Imaginez perdre le droit d'être fatigué ou d'avoir la tête ailleurs, parce que sur vos épaules reposent les attentes de dizaines, de centaines, voire de millions de personnes. Et surtout, imaginez que le jour où tout cela devient trop lourd à porter, vous ne trouviez personne à qui en parler. Je vais te donner un exemple concret d'un sportif en centre de formation que j'ai accompagné. Je l'ai accompagné parce qu'il était très performant, mais il allait pas bien. Pourquoi ? Parce qu'il est loin de sa famille. Là, une famille bienveillante. Mais il m'expliquait la chose suivante. Je suis 2 à 3 mois loin de ma famille. Elle me manque terriblement, mes amis d'enfance, etc. Et quand je rentre, j'aurais envie d'exprimer le fait que je suis pas très bien en fait. Mais quand je rentre, tout mon entourage me voit avec les yeux du champion ou du futur champion, ou en tout cas du sportif de haut niveau. Et donc ça devient très difficile pour le sportif de s'exprimer parce que, il peut avoir peur de décevoir son entourage en disant mais on te croyait fort, etc. Et pour lui, ça devient finalement quelque chose qui va retenir, renfermer, cadenasser, et il va jouer le jeu. Et beaucoup de sportifs, pas forcément connus, vont être dans cette situation-là parce qu'ils sont étiquetés sportifs, et le sportif, dans la mythologie et l'inconscient collectif, c'est un héros. C'est quelqu'un qui nous fait rêver, c'est quelqu'un qui fait des exploits que nous, on ne pourrait pas faire. Et donc, c'est très difficile, cette position et cette étiquette, pour révéler son mal-être quand on a un certain mal-être. Chaque sport a des exigences différentes. Un basketteur qui joue 80 matchs par saison ne fait pas face aux mêmes difficultés qu'un cycliste qui roule tout seul 30 heures par semaine, ou qu'un tennisman qui change de pays tous les 5 jours. En revanche, ils ont tous en commun ce décalage entre l'image de réussite qu'ils renvoient et la réalité de leur quotidien qui est parfois plus délicate. Mais si la culture du haut niveau est exigeante, cela n'explique toujours pas pourquoi tant d'athlètes n'arrivent pas à y faire face. A priori, un niveau de performance hors norme s'accompagne d'une préparation qui l'est tout autant. Ou pour le dire très simplement, oui, le haut niveau c'est très dur, mais les athlètes sont armés pour cela.
Et bah justement, viser l'excellence, c'est chercher ses limites et tenter de les repousser, aussi bien physiquement que mentalement. Sauf que contrairement au corps, l'esprit n'envoie pas de signal d'alarme aussi clair quand la ligne rouge est franchie. Lorsque vous emmenez votre corps au-delà de ses capacités, il vous le fait comprendre par l'intermédiaire d'une blessure. C'est visible, c'est douloureux, bref, vous pouvez difficilement l'ignorer. Mais sur le plan mental, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que vous êtes fatigué ou en train de craquer? Est-ce un simple passage à vide ou le début de quelque chose de plus grave? Ces questions sont loin d'être évidentes à répondre, en particulier quand vous baignez dans une culture sportive qui valorise le dépassement de soi. Et tant que votre corps répond présent, l'illusion persiste. Et pour combien de temps? È un qualcosa che inizialmente la scambi come stanchezza. Dici sono stanco, magari ho dormito poco, vado a letto, o c'hai una malattia o hai preso un virus e quindi abbiamo fatto l'analisi, virus non ce n'avevo, malattie non ce n'avevo, così allora ho cominciato a dire è qualcos'altro. Finché un giorno mi alzai da letto e mi sentii proprio completamente le gambe senza energia, cioè proprio le gambe che tremavano. È una sensazione che non mi era mai capitata. Andai dal dottore e dissi, oh dottore, mi è capitato questo. E allora facendo una piccola discussione, lui mi dice, guarda Giri che questi sono segnali secondo me un po' di un'iniziale depressione. Reprenez ce témoignage et remplacez la douleur psychologique par une douleur à l'épaule par exemple. Buffon aurait été immédiatement pris en charge par le staff médical, aurait peut-être manqué quelques matchs, puis serait revenu à la compétition sans que personne ne trouve quoi que ce soit à y redire. Parce que le sport professionnel entretient une hiérarchie absurde des souffrances. T'es blessé, on se dit que ça fait mal, des fois on voit même les images de la blessure en direct, donc là on va s'identifier à la personne, on va même la plaindre, on va dire la pauvre, etc. Par contre, le sportif qui est pas bien dans sa tête et qui plus est sourit devant les caméras, sans le faire véritablement exprès, est complice de cette distance. On n'est pas bien, mais on va faire bonne figure parce qu'on ne veut pas décevoir, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a une loi du silence qui est ancrée encore dans le sport, notamment dans les vestiaires et autres, qui est encore très puissante. C'est très difficile, c'est très dangereux d'afficher son mal-être ou ses difficultés, alors que quand on est blessé, finalement, presque au contraire, c'est que tu as tout donné, etc. Se faire les croisés n'est pas plus admirable que de faire de l'anxiété de performance ou de tomber en dépression. Pourtant, encore aujourd'hui, le joueur qui sort sur civière est applaudi par tout un stade, tandis que celui qui évoque son mal-être est incompris, voire moqué. C'est un problème culturel qui va bien au-delà du petit monde du haut niveau, mais dans ce cas précis, je pense que l'explication tient pour beaucoup au fait que le public, comme une partie des entraîneurs, prennent le mental comme une qualité immuable. Un athlète est fort dans sa tête, ou il ne le sera jamais. S'il montre un signe de fragilité, c'est qu'il n'a pas l'étoffe d'un champion. On accepte tous qu'un sportif puisse prendre de la masse musculaire, gagner en endurance ou en explosivité. Mais le mental, lui, échapperait à cette règle. Il ne pourrait ni se travailler, ni fluctuer au cours d'une carrière. Un champion devrait être fort de naissance, et le rester jusqu'à sa retraite. Évidemment, c'est absurde, mais si vous faites carrière à haut niveau, c'est le discours que vous entendrez. Pas directement, mais en filigrane, dans la manière avec laquelle vos entraîneurs abordent, ou plutôt n'abordent pas, les enjeux de santé mentale. Et forcément, cette culture finit par infuser chez les athlètes, qui s'efforcent de rentrer dans le rôle du super-héros que rien n'atteint. So when you put that cape as a player for more than 20 years, and you have to be what you have to be for people, and when you wear that cape, you feel different responsibilities, performing, losing, winning, doesn't matter, but you know the next day what you need to do in order to compete. Put the cape on. When you leave that cape, it's like you're naked. Now they see my weakness. Pour se conformer aux attentes que l'univers du haut niveau place en eux, les sportifs enfilent une cape. Ils jouent le rôle que les supporters, les clubs ou les médias veulent voir, et ça fonctionne, parce que c'est plus facile. Le script est déjà prêt, vous savez quoi dire, comment vous comporter, quelle image renvoyer. Vous avancez en pilote automatique, sans mauvaise surprise ni faiblesse apparente. Mais aussi pratique que soit ce déguisement, il reste une façade. Non seulement tu sais pas qui t'es, mais on te dit qui tu dois être. C'est-à-dire le footballeur doit répondre comme ça, il doit être comme ci, il doit faire ça. Sinon, tu vas pas y arriver. Avec des personnes parfois dans l'entourage qui n'ont pas réellement les compétences. C'est-à-dire que ça peut être l'oncle, ça peut être un agent qui s'est formé et qui connaît le juridique, mais qui connaît pas du tout l'aspect psychologique et autres. Et on se retrouve avec des jeunes qui manquent d'éducation émotionnelle, qui se créent une carapace. Et plus cette carapace va durer dans le temps, c'est le cas par exemple de Thierry Henry, quand elle va se fissurer, et bien évidemment l'angoisse, le vide
l'absence de sens va être très important. Quand vous commencez par exemple la natation à 5 ans, que vous passez votre enfance et votre adolescence dans une piscine, que vous arrêtez l'école pour vivre de votre sport, vous ne faites plus de la natation, vous êtes un nageur. Votre identité, la personne que vous êtes, tout ça s'efface derrière le personnage que vous êtes censé incarner. Vous ne vous définissez plus qu'à travers vos résultats, vos échecs sportifs deviennent des échecs de vie, et le regard que le monde porte sur vous dépend entièrement de vos performances. En fait, on a toujours été défini comme un sportif de haut niveau, on sait pourquoi on se lève, on connaît notre philosophie de vie, on sait ce qu'on veut faire, on veut exceller dans notre sport. Et puis le jour où on raccroche le maillot, en fait on est qui? J'avais l'impression d'être un vase vide. Et à ce moment-là, si on m'avait demandé de me présenter en 1 minute, je pense que ça aurait duré 5 secondes. J'étais juste 1 semaine sur 2 papa et un ancien champion. Ce que décrit Camille Lacour, c'est un concept que la psychologie du sport appelle une identité narrative basée sur la performance, c'est-à-dire un discours interne selon lequel vous n'existez que selon vos résultats. Les athlètes qui développent ce profil sont en général perfectionnistes, ont peur de l'échec et associent leur estime personnelle à leur performance. Et dans une étude menée sur une centaine d'athlètes, plus leur identité était basée sur la performance, plus ils témoignaient de niveaux élevés de dépression, d'anxiété, de honte et d'insatisfaction globale. Lorsque Camille Lacour termine 4ème des Jeux de Londres en 2012, il dit avoir eu le sentiment que sa vie tout entière était un échec. C'est extrêmement dur, mais ça illustre tout le problème. Si votre vie ne repose que sur un pilier, le moindre vacillement menace de faire s'écrouler tout l'édifice. Et dans ce cas-là, quels que soient vos accomplissements au cours de votre carrière, l'effondrement est inévitable le jour où vous partez à la retraite. À l'instant où vous sortez de la bulle du haut niveau, le rôle que vous avez joué chaque jour de votre vie au cours des 20 dernières années disparaît, et vous vous retrouvez face au vide. Eh bien, c'est pas que psychologique, il y a aussi l'adrénaline de l'entraînement, de la compétition qui s'arrête. Le rituel, même s'il était difficile, de chaque jour, il sait ce qu'il va faire. Moi, j'ai un ami qui a fait une thèse, alors il y a un moment, c'était après les JO de Sydney. Il a interrogé tous les sportifs français qui allaient arrêter leur carrière après les JO de Sydney et qui avaient participé aux Jeux. Dans 100% des cas, ils ont traversé une période de dépression. Tous, sans exception. Même ceux qui avaient déjà anticipé leur projet, alors c'était moindre, mais tous ont eu ce qu'on appelle la petite mort du sportif. As an athlete, and I say it and I will maintain it, you die when you stop. The athlete, a competitor, dies. So people don't teach you to die. So now, you are going to face all your problems. En 2019, le comité olympique a estimé que 45% des athlètes de haut niveau font face à un épisode dépressif ou anxieux au moment de la retraite. Alors il faut éviter autant que possible les raccourcis et la simplification à l'extrême sur ces sujets. Chaque athlète a un parcours de vie différent, et un épisode dépressif peut avoir une origine totalement indépendante de la carrière sportive. Mais si l'on reprend les cas de Thierry Henry et de Camille Lacour, le fait qu'ils aient traversé un épisode dépressif à la retraite n'est pas un hasard. L'un comme l'autre n'existaient qu'à travers leur personnage de champion. Probablement qu'ils avaient déjà des fragilités, mais tant qu'ils étaient en activité, ils pouvaient s'en détourner, remettre leur cap sur leurs épaules. Sauf que le jour où elles tombent pour de bon, ils sont contraints de se faire face et de réaliser qu'ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Et pourtant, vu de l'extérieur, on a l'impression que la solution est toute trouvée. Demander de l'aide pendant sa carrière. Pourquoi a-t-il fallu que Michael Phelps soit à 2 doigts de commettre l'irréparable avant de se faire accompagner? Pourquoi Thierry Henry n'a-t-il pas rencontré un psychologue lorsqu'il était encore en activité, alors qu'il sentait déjà que quelque chose n'allait pas? En fait, pourquoi des athlètes si encadrés et si protégés au quotidien se retrouvent-ils seuls lorsqu'il est question de santé mentale? Effectivement, ils sont entourés d'un agent, d'un nutritionniste, etc. Mais très souvent, quand il n'y a pas les bonnes personnes dans l'entourage, ils sont très isolés, ils sont très entourés, pardon, mais ils sont isolés affectivement en fait. Une étude menée auprès d'un échantillon d'athlètes français note que seulement 1/3 de ceux ayant des problèmes de santé mentale consultent un professionnel. Parce qu'en admettant qu'ils ne vont pas bien, beaucoup de sportifs craignent de révéler une faiblesse qui donnerait un avantage à leurs adversaires, ou motiverait l'entraîneur à les sortir de l'équipe. C'est exactement ce qu'il est arrivé à Kevin Love lorsqu'il a été victime d'une crise de panique en pleine rencontre de NBA il y a quelques années. En revenant à l'entraînement quelques jours plus tard, il raconte avoir été soulagé que personne ou presque au sein du club ne sache vraiment ce qui lui était arrivé, craignant d'être perçu comme un joueur moins fiable. Il a finalement eu le courage de consulter un psychologue et d'en parler publiquement, mais il explique très bien à quel point la décision a été difficile à prendre. Je n'avais jamais entendu un athlète professionnel parler de santé mentale, et je ne voulais pas être le seul. Je ne voulais pas avoir l'air faible. C'est ce qu'on dit. Débrouille-toi tout seul, comme l'ont toujours fait les autres autour de moi. En les isolant dans leur mal-être, cette loi du silence est sans doute ce qui fait le plus de tort aux athlètes confrontés à des enjeux de santé mentale, mais quelque part, elle se comprend, parce que le haut niveau est un milieu très instable. Selon les disciplines, une carrière sportive dure en moyenne entre 4 et 14 ans. Si l'on regarde par exemple le cas du football, une étude réalisée sur les 4 premières divisions anglaises montre qu'un joueur ne reste qu'en moyenne 6 ans à haut niveau. LeBron James, Luka Modric, Novak Djokovic
Ces stars sont des exceptions qui nous font oublier que pour la majorité des sportifs, une carrière est une courte parenthèse qui peut se refermer à tout moment. Vous pouvez signer un contrat professionnel à 17 ans, puis retomber dans le monde amateur 3 ans plus tard, parce que vous n'avez pas su confirmer les espoirs placés en vous, ou parce que vous n'avez jamais pleinement récupéré suite à une blessure. Atteindre le haut niveau relève déjà du miracle, alors une fois que vous y êtes, vous êtes prêt à tout pour y rester le plus longtemps possible, même si ça vous fait du mal. Dans ce contexte, admettre que l'on traverse une période difficile et que l'on a peut-être besoin d'une pause pour aller mieux, c'est une énorme mise en danger, parce que personne ne vous attendra et qu'il y aura toujours quelqu'un prêt à prendre votre place. Ce n'est pas un hasard que les quelques sportifs qui osent s'exprimer sur ces sujets le fassent pour la plupart après leur carrière. Cela reste extrêmement courageux, mais moins risqué. Je n'essaie pas de les critiquer, c'est simplement une preuve supplémentaire que le problème sera très complexe à régler. Mais ça ne doit pas être une excuse pour ne rien faire pour autant. En interview, Michael Phelps a souvent regretté l'absence de soutien apporté par le comité olympique américain lorsqu'il avait besoin d'aide. Si une instance aussi puissante n'a pas été en mesure d'aider correctement un athlète aussi performant, je vous laisse imaginer ce qu'il en est pour ceux qui ne rapportent pas autant de médailles. Lorsqu'on lui demande les changements qu'il estime nécessaires, Phelps ne répond qu'une chose: mettre les athlètes au premier plan. Autrement dit, que la santé physique et mentale des principaux acteurs de cette industrie soit une priorité, pas une variable d'ajustement. Et malheureusement, quand on voit l'entêtement des dirigeants du football ou du tennis à remplir jusqu'à saturation des calendriers déjà surchargés, on se dit qu'on en est encore loin. Chaque sport est différent et appelle des solutions personnalisées pour mieux accompagner ses pratiquants. Mais au global, c'est toute une culture qui a besoin d'évoluer et d'intégrer que la santé mentale des athlètes n'est ni une mode, ni un obstacle à la performance, mais au contraire, une condition indispensable pour éviter que le système ne s'effondre sur lui-même. Au centre de formation de Montpellier, j'ai un joueur africain qui était dans les moins de 17, et puis il se fait une double fracture du tibia en courant, tout seul. Et lui, il vient me voir en me disant: oui, c'est une blessure physique, évidemment, mais elle vient de ma tête. C'est parce que je suis pas bien. Et j'avais expliqué au club de croire que de travailler l'intégration, le bien-être, c'est antinomique avec la performance, vous avez tout faux. Au contraire. Et j'avais cette preuve concrète là, de cet athlète. Les prises de parole sur ces questions sont de plus en plus nombreuses et on peut que les applaudir. Mais ça ne peut être qu'une première étape. Les athlètes ont fait leur part du travail en mettant publiquement le sujet sur le devant de la table. Maintenant, c'est au niveau supérieur de se saisir du problème, en intégrant des psychologues dans les staffs, les clubs, les fédérations, en formant les entraîneurs et l'ensemble des encadrants, en accordant le même souci du détail à l'équilibre mental qu'à la performance athlétique. Ce n'est pas une utopie, c'est juste du bon sens.